Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Voilà, on va continuer notre plongée dans la connaissance de l'ultime et on va faire un tout petit rappel sur la notion de trou noir. Ça va nous aider à comprendre ce qui aurait pu se passer dans un hypothétique début de l'univers et même dans un hypothétique scénario de fin de l'univers. Bon, mais pour l'instant, on va revenir un tout petit peu sur le trou noir. Alors, je fais un tout petit rappel. Rappelez-vous, une étoile est constituée de gaz, d'une espèce de plasma d'hydrogène et de choses comme ça, et puis finalement qui s'effondre. Et en s'effondrant, grâce à la gravitation, la température augmente et la naissance de l'étoile se fait par fusion. Et la fusion est telle que finalement, au bout d'un moment, il y a une pression se crée qui contrebalance la gravité, et puis finalement, gravitation dans un sens, pression dans l'autre sens, et puis voilà, l'étoile est calme, posée, elle est en train de vivre sa vie, et c'est un équilibre qui se fait. Or, à un moment donné, dans plusieurs scénarios différents, il existe des fins, des morts d'étoiles, qui font que voilà, on se retrouve avec cette espèce de mystérieux trou noir. Et alors, qu'est-ce que c'était qu'un trou noir finalement? L'équilibre était rompu, la gravitation l'emportait sur la pression, il n'y avait plus assez de pression pour contrebalancer la gravitation, et la gravitation l'emportait, et l'étoile s'effondrait. Et à un moment donné, la gravitation, l'énergie potentielle de gravitation était telle que plus rien ne pouvait s'échapper d'une espèce de zone. Il fallait dépasser la vitesse de la lumière pour sortir de cette zone, et étant donné qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, eh bien, la lumière était piégée à l'intérieur d'une espèce de zone curieuse qu'on a appelée le trou noir, où tout était en effondrement permanent. Et c'était un petit peu ça qu'on avait commencé à voir. Alors, le trou noir, il existe une zone qu'on appelle l'horizon des événements, où à l'intérieur de cet horizon des événements, on a très très peu de connaissances. On sait simplement que la matière est en train de s'effondrer en permanence pour arriver vers un centre hypothétique qu'on a appelé une singularité, le cauchemar des physiciens. Bon, les mathématiciens adorent ça à l'infini, mais les physiciens détestent ça. Et lorsqu'au centre de ce trou noir, il y aurait une singularité, on appelait ça une singularité, de rayons nuls, où toute la matière serait concentrée. Donc voilà, on arrive à un paradoxe, à une aberration, une absurdité. Mais en fait, il est vrai que cette singularité existe. Elle a été démontrée mathématiquement, mais voilà, qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est extrêmement curieux. Donc voilà, tout s'effondre à l'intérieur vers cette singularité. Autour, il existe une zone dans laquelle tout est piégé. Et à partir d'une certaine limite, la limite qu'on appelait l'horizon des événements, on ne pouvait plus s'en sortir. Et ce trou noir, il était tellement puissant au niveau de sa gravité qu'il déformait l'espace autour de lui. Vous avez sûrement vu sur Internet ou ailleurs la première photo d'un trou noir. On voyait une zone parfaitement noire avec de la lumière autour, très brillante devant, un peu moins brillante derrière, et puis de la lumière qui circulait autour. En fait, toute cette lumière qui était derrière, en fait, c'est tout simplement toutes les lumières des autres étoiles qui étaient en fond, tout au fond, au-delà du trou noir, elles se mettaient à tourbillonner, à faire des trajectoires complètement hallucinantes. Mais on voyait quand même une zone bien sombre au milieu. C'était l'horizon des événements. Donc, on en était à peu près là la dernière fois. Et juste quelques informations. Essayons d'imaginer qu'est-ce qui se passe si on approchait d'un trou noir. Alors évidemment, si on s'approche du trou noir, les pieds en avant et la tête en arrière, c'est-à-dire si on plonge dans le trou noir, les pieds en avant, évidemment les pieds sont beaucoup plus attirés par le trou noir que la tête, qui est légèrement plus loin, à peine 1m80 éventuellement. Eh bien, d'un seul coup, les pieds sont attirés tellement fort et la tête un peu moins fort, ce qui fait que on dit qu'on se spaghettifie.
c'est un phénomène de marée, c'est exactement le même phénomène qui se passe sur la Terre et la Lune. Le côté vers la Lune, la mer est attirée plus fort que de l'autre côté de la Terre, ce qui fait que on pourrait dire éventuellement que la Terre se spaghettifie un peu et on voit qu'il existe deux bosses de marée. Voilà, c'est ce qui se passe au niveau des marées sur la Terre, mais au niveau d'un trou noir, c'est beaucoup plus violent, bien évidemment, se spaghettifier jusqu'à être totalement déchiré. Et l'autre phénomène curieux, c'est plus on approche du trou noir, en fait, plus on approche de n'importe quelle masse, non seulement l'espace est torturé et courbé, mais le temps est ralenti. Donc on vous verra pénétrer peu à peu, que vous avancez directement vers ce trou noir, mais on va vous voir au ralenti jusqu'à quasiment un arrêt sur image. Voilà les deux phénomènes curieux du trou noir, la déformation de l'espace autour de lui à un tel point que à l'intérieur de ce trou noir, l'espace est complètement fermé sur lui-même, une espèce de trou noir. Le temps aussi est ralenti à ce niveau-là, donc c'est extrêmement curieux. On pourrait détailler un peu ce qu'on verrait si on s'approchait et si on tombait dans un trou noir. Alors d'abord, comme vous l'avez sûrement vu, que ce soit dans les photos du trou noir en 2019 ou dans des films, dans la culture populaire comme dans Interstellar, il y a, comme l'a dit Willy, un anneau de lumière, beaucoup de lumière autour du trou noir. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. D'abord, comme vous l'imaginez, à cause de son immense force de gravité, un trou noir va attirer la poussière, du gaz, des astres, tout un tas d'objets célestes pour former un anneau, un peu comme Saturne. Sauf que là, tout ce qui tourne autour tourne à une vitesse de rotation si élevée que la friction entre les atomes de gaz, de particules, etc. et la température du disque va augmenter jusqu'à ce que ce soit finalement qu'un disque de plasma qui va émettre une lumière qui serait, déjà aveuglante, donc on verrait rien. Donc on va partir du principe qu'on aurait une très bonne paire de lunettes de soleil, disons. Donc qu'est-ce que vous verriez ? Vous verriez ces anneaux de plasma d'une couleur évidemment bleue, comme ils sont de haute énergie, vous le savez parce que Willy en a déjà parlé de nombreuses fois, plus l'astre a une température élevée, plus la lumière tend vers des longueurs d'onde de forte énergie, donc vers le bleu, vers les ultraviolets. Et puis encore plus près du trou noir, vraiment à la frontière avec l'horizon, il y a une zone très lumineuse qui s'appelle la sphère des photons. Et la lumière qui vient des astres tout autour, les étoiles, les galaxies, toute la lumière qui nous vient du ciel, va être déviée par la distorsion de l'espace-temps lui-même, du trou noir, et va tourner dans cette zone qui s'appelle donc la sphère de photons, et qui va être capable parfois d'être piégée à l'infini, et qui va donc tourner éternellement autour du trou noir. Et puis, une autre chose qui peut perturber notre sens commun, c'est que vous ne saurez absolument pas, une fois que vous avez passé la frontière de l'horizon du trou noir. En fait, pour vous, tout vous semblera normal. Rien ne changera au moment où vous passerez la frontière du non-retour, cette frontière où vous ne pourrez plus échapper au trou noir. D'ailleurs, le trou noir ne vous englobera pas, vous ne plongerez pas dans l'obscurité. En fait, le trou noir vous semblera encore loin devant vous, alors que vous serez déjà dedans. Et ça, c'est un effet un peu étrange, mais que vous allez très bien comprendre, qui s'appelle l'aberration de la lumière. Un petit exemple très simple, qui va tout de suite vous faire comprendre, c'est quand il pleut. Et disons que on va dire qu'il n'y a pas de vent du tout. Eh bien, la pluie va tomber à la perpendiculaire du sol, totalement verticale. Mais maintenant, vous êtes en voiture et vous roulez sur l'autoroute. Et là, la pluie va vous sembler comme si elle arrivait devant vous, face à vous, plus inclinée, pas totalement verticale. Eh bien, c'est la même chose avec les rayons de lumière. Plus vous vous rapprochez du trou noir, plus votre vitesse augmente, et votre vitesse augmente tellement que la lumière qui vient vers vous, même celle qui vient de derrière vous, d'au-dessus ou d'en dessous, comme la pluie vous semble arriver devant vous, plus de face, ces rayons de lumière seront donc comme projetés vers l'avant, vous arriveront devant vous. Ainsi, vous verrez donc ce qu'il y a au-dessus et en dessous de vous, mais face à vous. Comme si tout ce qui était autour de vous était en fait face à vous. Donc vous verrez le trou noir comme s'il était loin devant vous alors que vous êtes déjà dedans. Donc vous aurez finalement une impression de chute infinie sans vraiment tomber dans le trou noir en tant que tel. Et puis une autre chose étrange, vous pourrez tout à fait vous retourner et regarder derrière vous, vous verrez donc le ciel, les galaxies, les étoiles aux alentours, et tout vous semblera rouge. Avec, bien évidemment, Willy en a déjà parlé, l'effet Doppler,
Cette fois-ci donc un autre phénomène lumineux, la lumière qui vient de l'extérieur du trou noir aura tellement de mal à vous rattraper parce que vous avancez à une vitesse tellement proche de la vitesse de la lumière qu'il y aura un décalage vers le rouge, le même que celui qui fait qu'on voit les galaxies lointaines rougir parce qu'elles s'éloignent de nous de plus en plus vite, comme on en a déjà parlé Willy. Et puis enfin, effectivement, dans les derniers instants, comme le disait Willy, vous serez disloqué à cause de la spaghettification. L'univers est extrêmement curieux dans son ensemble. Il est régi par des lois hallucinantes qui dépassent très souvent l'entendement. Donc voilà pour un trou noir. Et maintenant, en revenant un petit peu à l'univers entier en lui-même, on avait, rappelez-vous, vu que, par observation, on a vu que l'univers était en expansion, et plus il était loin, plus il allait vite en expansion. Mais la réalité de la chose, les mathématiques et l'observation étaient telles, ce qui a permis de comprendre ce phénomène, c'est que finalement, rappelez-vous, simplement, les planètes, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies qui s'éloignent les uns des autres, en fait, ne bougent quasiment pas. C'est l'espace entre les choses, entre les objets, qui s'étend un petit peu comme d'une façon élastique. Donc, le vide spatial entre les étoiles, entre les planètes, entre les galaxies, est dynamique, c'est-à-dire qu'il est malléable. Il peut être tordu. Donc, en fait, l'univers est en train de s'étirer de plus en plus. Alors, reportez-vous à l'émission traitant de ça, où j'expliquais un petit peu quelques analogies pour essayer de comprendre pourquoi on observe des galaxies extrêmement éloignées qui vont beaucoup plus vite que des galaxies plus proches. C'est un phénomène de dilatation de l'espace. Alors, en essayant de faire le schéma à l'envers, bien évidemment, c'est comme ça qu'on a déduit, puisqu'on peut faire le film à l'envers, eh bien, dans le temps passé, eh bien, tout ça était de plus en plus proche, de plus en plus proche, de plus en plus proche, à tel point qu'il y a, aux alentours de 14 milliards d'années, eh bien, l'univers était tellement proche que le vide entre les étoiles, ce fameux vide entre les étoiles, entre les galaxies, entre les planètes, entre tout, était de plus en plus petit, et on pouvait absolument condenser absolument tout ça dans une zone extrêmement petite. Mais vous allez me dire, mais oui, mais bon, à un moment donné, tout va se toucher. Eh bien, tout étant fait d'atomes, et à l'intérieur des atomes, il y a un vide gigantesque, encore une fois, on peut encore comprimer. Il y a toujours de la place pour comprimer. À tel point que même à un moment donné, on pourrait imaginer que oui, mais bon, à un moment donné, les choses vont bien se toucher quand on aura supprimé. Eh bien non, pas encore. Puisque si cette matière, à ce moment-là, n'est faite que de particules, ces particules, elles n'existent pas vraiment tant qu'on les observe pas. Rappelez-vous l'épisode sur la mécanique quantique, elles sont étalées, si vous voulez, il existe encore de l'espace. Donc on se retrouve un petit peu dans le même cas de figure que lors de l'effondrement de l'étoile pour devenir un trou noir. Eh bien, on peut continuer à comprimer tout ça. Et encore une fois, on se retrouve avec une aberration, c'est-à-dire une nouvelle singularité, où l'ensemble de l'univers pourrait être concentré dans un point de rayon nul, la masse serait infinie, l'énergie serait infinie et la température serait infinie. Voilà encore un cauchemar des physiciens, des infinis dans tous les sens. Et là, ça marche pas. Ça marche pas parce que on est dans l'absurde. Les théories mathématiques actuelles, c'est surtout la relativité générale d'Einstein, qui est un instrument éblouissant par rapport à la compréhension de la structure de l'univers dans son ensemble, permet à un moment donné de voir qu'il existe une limite. Il existe une limite, et cette limite, rappelez-vous qu'à un moment donné, lorsque la mécanique quantique intervenait à l'échelle de l'infiniment petit, elle fonctionnait à merveille. Par contre, la gravitation d'Einstein, la relativité générale, à très très grande échelle, marchait à merveille. Toutes les deux marchaient à merveille. Mais quand on essaie de combiner les deux, on arrive à des aberrations totales. Elles s'excluent mutuellement. On peut dire qu'il y a un problème, on a un très grave problème. On n'arrive pas à combiner ces deux théories qui sont parfaites dans leur domaine. Mais le problème, c'est qu'au moment de l'effondrement, quand on essaie de comprimer, que ce soit l'étoile pour devenir un trou noir, ou que ce soit l'univers entier pour devenir une espèce de singularité, on se retrouve avec l'obligation d'essayer de concilier ces deux théories pour les comprendre. Parce que la gravitation à très grande échelle, qui se retrouve d'un seul coup à une échelle infime, elle ne colle pas. Et donc, quand on essaie de concilier un petit peu toutes ces choses-là, on arrive à un moment donné ce qu'on appelle le mur de Planck. C'est-à-dire, on peut essayer de comprendre la notion
la structure, l'évolution de l'univers jusqu'à un certain point, mais au-delà de ce point, non, c'est totalement incompréhensible. On ne peut plus appliquer nos 2 théories magiques pour essayer de comprendre ça. Alors, cette zone où arrive la fin de nos connaissances, ça s'appelle le mur de Planck. Le mur de Planck est caractérisé par certains nombres. Alors, le premier nombre, c'est 10 puissance moins 43 secondes. 10 puissance moins 43 secondes représente 0,43 zéros et 1, c'est-à-dire des milliardièmes, de milliardièmes, de milliardièmes, de milliardièmes, etc. de secondes. C'est un temps infiniment petit. Et ce temps, alors en supposant qu'il y ait eu un début de l'univers à un instant 0, eh bien 10 puissance moins 43 secondes après cet hypothétique 0, on sait ce qui s'est passé 10 puissance moins 43 secondes après ce début jusqu'à maintenant et au-delà et dans le futur. Donc on a une bonne zone de compréhension et à ce moment-là, 10 puissance moins 43 secondes avant cet hypothétique 0, eh bien, la température était de l'ordre de 10 puissance 33 degrés, l'énergie était absolument colossale, mais à ce moment-là, toujours à ce 10 puissance moins 43 secondes, on n'était pas dans des infinis. Donc, on pouvait essayer de comprendre, on pouvait continuer à travailler sur l'univers, sa compréhension, etc., etc. Mais avant, rien, zéro, blanc sec. On ne savait comment combiner ces 2 théories pour essayer de comprendre s'il existe un fameux instant zéro. Bon, pour l'instant, il existe des théories qui permettent un petit peu, mais mentalement, un petit peu d'une façon hypothétique, sans vraiment observation réelle, avec des pistes d'observation quand même. Il existe pour l'instant 2 théories qui sont assez étonnantes, qui permettent un petit peu de franchir cette espèce de mur de Planck, ce mur de la connaissance. Alors, dans les 2 cas, l'instant zéro n'est peut-être pas utile. Donc, c'est extrêmement curieux. Un instant zéro, c'est gênant. C'est très gênant parce que dire que l'univers a existé à un instant zéro, automatiquement arrive la première question. Oui, mais d'accord, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors, déjà, on est dans un embarras assez impressionnant. S'il existe un instant zéro sans avant, là on est un peu troublé au niveau de notre mental et de notre compréhension, de notre conscience. Là ça va pas, on est dans un gros malaise. Alors il y en a qui ont essayé de dire, oui mais bon, avant l'instant zéro, eh bien si j'essaye de parler d'avant, le mot avant en linguistique, c'est déjà une notion de temps. Alors, comment parler d'un avant alors que le temps n'existe pas? Alors voilà, on peut essayer de s'en sortir avec des petites pirouettes dans ce genre-là. Puisque le temps n'existe pas, on peut pas parler d'avant. Oui, mais c'est quand même gênant. Alors, ce qui est gênant, c'est que, alors dans ces cas-là, pourquoi il y a eu un instant zéro? Alors, comment il s'est passé cet instant zéro? À partir de rien du tout, à partir d'un néant, puisque le temps n'existait pas ni rien n'existait. Bon, le problème, c'est que quand on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe avant, là pour l'instant toujours sans aucune hypothèse, c'est juste avec nos réactions d'être humain. Oui mais bon, alors attends, non, si ça n'existe pas avant, d'accord, ça n'existe pas. Alors ça veut dire si il existe une notion qu'on appelle l'existant, le non-existant. L'existant c'est facile, c'est tout ce qui m'entoure, mais le non-existant, dès que j'essaye de l'imaginer, le mot non-existant, hop, ça lui donne apparence d'existence, donc on est gêné. On peut pas encore parler de non-existant puisque, bref, on est dans un débat philosophico-gélatineux avec des mots, avec des choses comme ça qui sont extrêmement troublantes. Donc on va commencer un petit peu à parler de ces 2 théories. Alors, la première théorie, ça s'appelle la théorie des supercordes. Alors, la théorie des supercordes, elle sous-entend que finalement les petites particules, voilà, les protons, les électrons, les neutrons et tout ça sont faites de quarks qui sont elles-mêmes peut-être encore faites de choses encore plus petites, enfin bref. Eh bien, l'hypothèse, c'est que ces particules sont faites de petites cordes, de petites cordelettes. Vous imaginez un petit élastique, voilà, un petit élastique. Alors, cet élastique a 2 bouts. Alors, soit vous avez un petit élastique qui a 2 bouts, soit vous prenez un petit élastique et vous en faites une boucle. Donc, il n'y a plus de bout du tout. Alors, ces petits élastiques pourraient éventuellement vibrer de certaines manières. Alors, en vibrant d'une certaine manière, eh bien, ça pourrait donner naissance à un électron ou à une autre particule, n'importe quoi. Tous les modes de vibration de cette corde pourraient donner les particules. Alors, qu'elles soient ouvertes ou fermées, ces petites cordelettes, eh bien, elles pourraient aider à comprendre, alors que c'est vrai que
quelque chose qui est proche de zéro, c'est extrêmement difficile. Mais on pourrait s'approcher de zéro. Par exemple, les quarks ont une espèce d'étalement qui serait de l'ordre de 10 puissance moins 18 mètres, c'est-à-dire 0,180. Donc c'est très petit. Sachez qu'un proton, c'est 10 puissance moins 15, un atome, c'est 10 puissance moins 10, une molécule, c'est 10 puissance moins 8. Donc vous voyez, de 10 puissance moins 8 à 10 puissance moins 18, ça fait 10 zéros. Là, on arrive à la chose la plus petite que l'on connaisse. Eh bien, les petites cordelettes qui sont en train de vibrer, elles auraient une taille de l'ordre de 10 puissance moins 33. C'est-à-dire des milliards de fois plus petites que ce qu'on connaît. Mais le plus fou de l'histoire, c'est que ces petites cordelettes, au lieu de se balader dans 3 dimensions d'espace et une de temps, elles se baladeraient dans 10 dimensions, voire plus. C'est extrêmement difficile à comprendre. Mais juste une petite parenthèse, pour essayer d'imaginer des petites dimensions repliées sur elles-mêmes, essayez d'imaginer que vous êtes très très loin de 2 poteaux électriques avec un fil au milieu. Vu de très loin, votre corde, votre fil, c'est une ligne droite. Vu de loin, vous dites que c'est très fin, c'est une droite. Mais si vous vous approchez de près, vous voyez que c'est une espèce de tube. Si vous mettez une petite fourmi dessus, elle peut tourner autour. Donc voici des dimensions supplémentaires. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Essayons d'imaginer donc l'espace à ces dimensions-là qui seraient extrêmement torturées, extrêmement compliquées et non pas aussi lisses que l'on peut imaginer que dans notre espace normal. On peut peut-être essayer de faire une autre petite image, c'est que lorsque vous êtes en avion à 10 000 mètres d'altitude et que vous regardez la mer, elle vous semble parfaitement plate. Maintenant, si vous descendez à 1000 mètres, vous allez la voir un petit peu bouger. Et puis, dès que vous arrivez à 10 mètres d'altitude, vous allez voir les vagues dans tous les sens. Mais c'est un peu ça. Il faudrait imaginer l'espace à très petite échelle comme étant extrêmement torturé comme ça. Donc voilà, là ça permettrait peut-être d'aborder le problème de la naissance de l'univers, ou plutôt de la structure de l'univers, bien avant 10 puissance moins 43 secondes. Ça serait pas un espace comme on le conçoit actuellement autour de nous, là, à 3 dimensions. Voilà un petit peu, ça permettrait éventuellement d'approcher, de dépasser ce 10 puissance moins 43 secondes, de voir quelle serait la structure de l'univers, de sa géométrie à ce moment-là. Pour en revenir sur la théorie des supercordes, elle est extrêmement élégante. Elle est très belle, ses mathématiques sont magnifiques, mais bon, il est vrai que pour l'instant, très peu ou quasiment aucune observation, rien ne vient étayer cette théorie, même si elle est très belle. Mais on peut dire au moins que c'est déjà un succès mathématique de l'esprit humain. Et on pourra peut-être l'utiliser dans d'autres circonstances ou même on pourrait peut-être l'envisager d'une manière différente. La seconde théorie, ça s'appelle la gravitation quantique à boucle. Elle a été étudiée depuis quelques années et elle est très prometteuse. Elle aussi, elle est extrêmement curieuse parce que qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle essaye de combiner toujours pareil la relativité générale avec la mécanique quantique. Alors, une de ces conséquences, c'est que finalement, dans la gravitation, dans l'espace qui nous entoure, l'espace est lisse, comme ce que je viens d'expliquer aussi dans la théorie des supercordes, l'espace est lisse, mais à très petite échelle, l'espace ne serait pas lisse. Il y aurait, on pourrait dire, des atomes d'espace. C'est-à-dire que l'espace serait discontinu. Pour aller d'un point à l'autre, il faudrait sauter, un petit peu comme ce qui se passe dans la mécanique quantique, c'est-à-dire que, par exemple, autour d'un atome, un électron, il ne peut pas aller n'importe où. Il est obligé de sauter d'une orbite vers une autre orbite ou d'un état d'énergie vers un autre état d'énergie sans passer par tous les états intermédiaires. C'est une théorie discrète et non pas continue. La théorie de la gravitation quantique à boucle, ça serait que l'espace serait discontinu, serait discret, ça serait, sans rentrer dans des détails mathématiques bien évidemment, sans rentrer dans des détails techniques non plus, qu'est-ce que ça apporterait? Ça apporterait qu'éventuellement, l'espace, le fin fond du vide, non seulement il serait dynamique, mais il serait quantique, c'est-à-dire que pour passer d'un atome d'espace à un autre atome d'espace, il faudrait, par hasard, ou certaines conditions, pour passer d'un état quantique de l'espace vers un autre état quantique de l'espace. Et ça pourrait peut-être un petit peu expliquer ce qui se passe quand on a parlé du vide. Le vide absolument vide de tout, de toute matière, de toute énergie, de tout ce que vous voulez. Du vide, dans certaines conditions, peut apparaître de la matière.
Donc, c'est ce qu'on appelle une fluctuation quantique du vide. Eh bien, la théorie de la gravitation quantique à boucle pourrait permettre d'expliquer cette notion de début de l'univers, c'est-à-dire que dans un vide absolu, dans un néant absolu, pourrait apparaître soudainement un univers. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il pourrait en apparaître des tas d'autres. Donc, on pourrait parler aussi de multivers. Effectivement, si je peux me permettre de compléter, Willy, cette autre théorie, tout aussi poétique, la gravitation à boucle. En fait, le postulat, comme l'a dit Willy, c'est de proposer que l'univers n'est pas lisse, qu'il est composé effectivement de ces grains d'espace, ces atomes élémentaires d'espace, que les scientifiques ont appelé un réseau de spins, c'est son nom scientifique. Et ce réseau de spins, ils peuvent varier de manière quantique, ce qui expliquerait au passage les fluctuations du vide quantique comme Willy vient de parler. Et pour décrire l'évolution de ces réseaux de spins aléatoires, les scientifiques ont créé un modèle visuel qui représente ces grains d'espace dans un réseau en 3 dimensions qu'ils appellent une mousse de spin. Donc Jean-Pierre Luminet, qui est un des grands penseurs de cette théorie, parle lui d'écume de l'espace-temps. Donc voilà, c'est assez poétique. Donc c'est très beau, mais là encore, on a beaucoup de doutes. On doute parce que, on n'a pas spécialement résolu le problème. Willy nous a expliqué que ce qui posait problème d'un point de vue physique, c'est quand on arrivait aux infinis, aux densités infinies, aux tailles nulles, telles que le point. Les choses ne peuvent pas être de densité infinie, de pression infinie, de température infinie, et de taille nulle. Donc les physiciens ont trouvé la parade, ils se sont dit, puisqu'on peut pas avoir une taille nulle, on va conceptualiser la corde. Voilà, on a créé la corde pour parer à cela, en disant, rien ne peut être plus petit qu'une corde. Donc on a un petit peu détourné le problème. Et puis pareil avec l'espace, avec la théorie des gravitations à boucle, on dit, rien ne peut être plus petit qu'un atome d'espace, qui est de la longueur de Planck, et donc pas nul, qui ne peut pas être un point nul. Donc on a détourné le problème. On a créé des théories en créant des postulats en disant, il y a quelque chose de fondamental, mais qui n'est pas nul. Voilà, donc on contourne un peu, finalement, le problème. Et puis cette théorie de la gravitation quantique à boucle, elle a subi quelques revers également. En 2009, les scientifiques ont pu observer l'explosion de 2 étoiles. Et l'explosion était telle qu'elle a émis des rayons gamma, qui sont des photons de très très haute énergie, au-delà des ultraviolets, au-delà des rayons X. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a observé 2 photons de longueur d'onde différentes, un photon ayant plus d'énergie que l'autre. Et selon cette théorie, comme ces photons n'ont pas la même énergie, ils n'ont donc pas la même longueur d'onde. Et donc ils ne vont pas se comporter de la même façon, ils ne vont pas interagir de la même façon avec cette mousse d'espace, avec ces grains d'espace. Et donc on aurait dû les voir arriver avec un léger décalage. Alors on les a bien vus arriver avec un décalage, mais le décalage était si infime que ça impliquait que les surfaces minimales d'espace, ces grains d'espace, étaient beaucoup plus petits que la longueur de Planck. Donc ça va pas du tout. Et depuis, on en est toujours là. Certains vont remettre en question, d'autres créent d'autres théories. Certains, par exemple, parlent de théorie de gravité émergente. C'est-à-dire que la gravité ne serait pas une force fondamentale de l'univers, mais qu'elle se mettrait à émaner spontanément, à grande échelle, du fait de phénomènes plus petits, quantiques. Un peu comme la température finalement. La température, c'est quelque chose qui n'existe pas à l'échelle microscopique. Elle est la conséquence, à grande échelle, de la variation des niveaux d'énergie de plein de particules qui vont créer, à l'échelle macroscopique, la température. Voici une autre piste. Et puis, il y en a enfin qui remettent en question, non pas les théories, mais finalement notre propre façon de voir les choses. Ces scientifiques nous incitent à prendre le problème par d'autres points de vue. En fait, ils dénoncent ce qu'ils vont appeler l'illusion narcissique. C'est-à-dire, comme le disait Willy, le besoin de retrouver un sens qui nous parle, qui nous ressemble. Quand on parle d'un univers qui est né, puis qui a grandi, qui était jeune, en pleine forme, chaud, qui a donné naissance aux galaxies, aux étoiles, et puis petit à petit qui vieillit, et puis qui finira dans une mort lente et froide, est-ce que les scientifiques n'y transféreraient pas inconsciemment nos propres peurs, notre propre sort, notre propre destinée? Ce schéma ressemble beaucoup à l'existence humaine finalement. Donc pour certains scientifiques, parler du début de l'univers, de la fin de l'univers, c'est gênant. Ça nous limite dans notre conception. Surtout dans un univers où 95% de ce qu'il compose est fait de quelque chose de totalement inconnu jusqu'alors. Et donc ça ouvre la porte à plein de choses, à des multivers,
à des réflexions sur l'énergie noire, sur le Big Crunch, sur le Big Bang. Bref, la recherche continue. Et c'est sans doute la plus belle preuve du génie humain dans sa force et de son abnégation à comprendre l'univers. Voilà, nous sommes en train de survoler un petit peu certaines conséquences de pensée qui pourraient sortir un petit peu de toutes ces théories, mais on est toujours coincé d'une façon ou d'une autre. Qu'il y ait une origine, on pourrait se demander pourquoi, mais qu'il n'y ait pas d'origine, on pourrait se demander pourquoi, ce serait encore pire. Donc voilà, on en est là. Et une dernière anecdote, c'est que quand Stephen Hawking, qui parlait à Jean-Paul II de tous ces problèmes-là, le pape a dit « Ok, pas de problème, de 10 puissance moins 43 secondes jusqu'à maintenant, c'est votre domaine, mais avant 10 puissance moins 43 secondes, c'est mon domaine. » Donc la notion du divin et d'un créateur, on peut pas la balayer, on peut peut-être la balayer vu les conséquences des religions sur la planète, mais on peut peut-être ne pas la balayer comme étant essayer de trouver un sens à une création. Et puis pour terminer, je dirais que si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire des sciences et à l'histoire en général, dans l'histoire des civilisations, les grandes découvertes révolutionnaires dans la science, la gravitation de Newton, la physique quantique, etc., sont toutes accompagnées de convergences, de coïncidences, avec des évolutions et des progrès sociaux à la même époque. Et aujourd'hui, à l'heure où sont remis en question pas mal de nos modèles de société, notre mode de consommation, l'écologie, tout ceci se passe au même moment où le monde de l'astrophysique est lui aussi en crise. Et tout ça n'est peut-être pas anodin. Peut-être que tout ça est le préambule d'une révolution à venir, scientifique et sociétale, pour le meilleur. Voilà, pour terminer sur une note d'espoir, en ces temps un peu incertains. Continue à rêver. Merci Willy, encore une fois, de nous avoir conté l'histoire de l'univers, et on se dit à très vite. Merci et allons à la prochaine. Avant de terminer cette émission, Willy et moi voulions remercier deux personnes. Johan, qui nous a écrit sur Facebook en nous disant merci pour les podcasts Poussière d'étoiles. Vous êtes vraiment au top et ne vous arrêtez jamais. C'est un nectar pour notre cerveau et nos oreilles. Merci beaucoup à toi Johan. Et puis un autre commentaire qui nous a fait tout autant plaisir, sur iTunes cette fois, de LAL qui nous dit « Émission passionnante, que ce soit dans le métro, en partant travailler ou le soir autour d'un café, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'écoute votre podcast. Merci à vous pour le travail effectué et la passion que vous véhiculez à chaque épisode. » Alors merci beaucoup à tous les deux, c'est toujours très gratifiant de véhiculer sa passion à d'autres et de transmettre ce goût pour les sciences, pour l'imaginaire, pour la rêverie. Voilà, n'hésitez donc pas, si vous aimez cette émission, à faire de même, nous laisser un commentaire, une note, à en parler autour de vous. Et en attendant, nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles.